Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial d'Europe Hebdo consacré aux élections européennes. Tout au long du mois de mai, nous vous proposons des débats entre les candidats ou leurs soutiens sur les thèmes qui font la campagne. Et cette semaine, nous nous intéressons à l'immigration, enjeu important pour l'avenir de l'Union européenne. La crise migratoire de 2015 et la gestion de l'immigration divisent les pays de l'Union européenne qui n'arrivent pas à trouver un accord. Comment gérer les flux migratoires? Faut-il remettre à plat les accords de Schengen? Comment contrôler les frontières? Nous en débattrons dans quelques instants avec nos 4 invités. Mais avant cela, nous allons faire un tour d'horizon de la campagne en France. Les candidats multiplient les déplacements et les meetings. Aurélie Dafas a sélectionné pour vous les temps forts de cette semaine de campagne. Édouard Philippe s'engage dans la campagne. Le Premier ministre apporte son soutien à la candidate de la majorité présidentielle. Il est apparu à ses côtés lors d'un meeting à Caen. Un engagement gouvernemental pour essayer de redonner du souffle à la campagne de Nathalie Loiseau. Sa liste reste pour l'instant au coude à coude avec le Rassemblement national dans les sondages. 33 listes ont été déposées pour les élections européennes en France, un nombre record. Les partis politiques traditionnels représentent environ la moitié des listes. Les électeurs auront aussi le choix entre 3 formations issues du mouvement des Gilets jaunes. En tout, ce sont plus de 2600 candidats qui se présenteront au scrutin du 26 mai. Entouré de ses colistiers, Raphaël Glucksmann a présenté sa liste et son projet. L'essayiste, tête de liste pour le PS et Place Publique, propose un programme qui se veut à la rencontre du social et de l'écologie. Alors que la liste est à la traîne dans les sondages, Raphaël Glucksmann a exhorté les électeurs à choisir en fonction de leurs convictions, se réjouissant que la campagne commence enfin à 3 semaines de l'échéance. Marine Le Pen fait campagne en Belgique. La dirigeante du Rassemblement national est allée à la rencontre de ses alliés belges du Vlaams-Belang, appelant les Bruxellois à voter pour la formation flamande. À cette occasion, elle a rappelé son ambition de constituer ce qu'elle appelle un supergroupe au sein du futur Parlement, avec des partis nationalistes de toute l'Europe. Elle a ainsi tendu la main au Hongrois Viktor Orban, ainsi qu'au parti Droit et Justice, au pouvoir en Pologne. Les Républicains font campagne sur le thème de l'immigration. En meeting à Marseille, François-Xavier Bellamy a dénoncé un déni de réalité. Il a souligné l'urgence de maîtriser les flux et de mettre fin à l'immigration illégale, affirmant « La crise migratoire n'a pas encore commencé ». Et avant d'entamer notre débat sur l'immigration, on voudrait vous entendre tous les 4 de manière très brève sur cette actualité de campagne qu'on vient de voir. Fabienne Keller, on va commencer avec vous. Bonjour. Vous êtes candidate sur la liste Renaissance. C'est la liste de la majorité présidentielle qui regroupe La République En Marche, le Modem et Agir, dont vous faites partie. On a vu lundi soir Édouard Philippe en meeting à Caen avec Nathalie Loiseau. Édouard Philippe est obligé de voler au secours de votre tête de liste? Mais non, il est naturellement avec cette liste, avec Nathalie Loiseau. Il est de centre droit, nous le savons. Il porte la politique du gouvernement avec engagement et détermination. J'ai eu le plaisir de faire campagne avec lui autour d'Alain Juppé. C'est bien sûr sa place, mais il n'allait pas le faire depuis longtemps. Voilà, il le fait dans cette dernière ligne droite où la campagne devient un sujet majeur en France. Et je m'en réjouis qu'on parle d'Europe enfin. Ce n'est pas un sujet très, très facile. Et donc, il est vraiment important de dire des choses et des choses vraies. Jean-Marc Germain, bonjour. Vous êtes candidat sur la liste Parti Socialiste Place Publique. On a vu Raphaël Glucksmann présenter sa liste. Raphaël Glucksmann, il veut être la surprise de cette élection. Alors pour le moment, la surprise, elle n'est pas très bonne pour vous. Vous flirtez avec la barre des 5%. Est-ce qu'il y a un risque de disparition des socialistes français au Parlement européen ? Écoutez, la campagne commence et il y a toujours une surprise dans les campagnes électorales. En 2009, je me souviens, c'était Europe Écologie Les Verts. Au jour où on se parle, ils étaient à 7% dans les sondages et ils ont fini à 16%. Donc notre espoir, c'est que Place Publique, avec le Parti Socialiste, avec Nouvelle Donne, avec les radicaux de gauche, c'est déjà une vraie réussite qu'on soit ensemble pour s'attaquer aux problèmes d'écologie et de social en même temps, parce que c'est ça l'idée de cette liste, dans une liste profondément européenne, parce qu'on pense que les solutions sont européennes, et avec ce qu'on appelle nos combattants de la sociale écologie, qui sont des belles personnalités. Nicolas B, bonjour. Vous êtes candidat pour le Rassemblement national. On a vu Marine Le Pen dimanche en Belgique soutenir vos alliés du Vlaams-Belang, des alliés qui prônent l'indépendance de la Flandre. La fin de la Belgique, ça ne vous poserait pas de problème ? Bon,
C'est une des particularités de la vie politique belge. Le Vlaams Belang, d'ailleurs, n'est pas le seul parti politique à défendre l'idée d'une séparation entre la Flandre et la Wallonie. Mais c'est un cas particulier propre à la Belgique, hein, dont l'unité est assez récente, qui a seulement 2 siècles, hein, pour être tout à fait précis. Nous avons des alliés en Flandre, bien sûr, nous avons des alliés partout en Europe. Nous allons constituer une grande coalition avec une quinzaine de nationalités. C'est vrai qu'il y a encore une inconnue sur est-ce que les Polonais du Parti droit et justice seraient avec nous ou est-ce que les Hongrois du Fidesz se sépareraient du PPE. On le saura dans les prochains mois, peut-être même les prochaines années, mais ça ne nous empêchera pas de toute façon de constituer cette force qui montre que l'Europe des nations, ce n'est pas qu'un slogan, c'est en train de devenir une vraie réalité. Et le débat de ces élections européennes, ce n'est pas, contrairement à ce que certains disent bêtement, ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre l'Europe. La question, c'est quelle Europe? Et on va finir ce tour d'horizon avec vous, Jean Bizet. Bonjour. Vous êtes président Les Républicains de la Commission des Affaires européennes ici au Sénat. Vous soutenez la liste de François-Xavier Bellamy. François-Xavier Bellamy qui a fait une remontée dans les sondages depuis le début de la campagne, mais qui reste loin de votre score à la présidentielle. Est-ce que vous avez perdu une grande partie de votre base électorale? La situation, je dirais, politique n'est favorable à personne, hein. Mais il est vrai que François-Xavier Bellamy effectue une très belle remontée. C'est un philosophe, je dirais, à la belle parole, qui élève le débat. Il est très séduisant. Et je pense qu'il va surprendre. C'est noté. Merci à tous les 4 pour ce tour d'horizon de l'actualité. Place maintenant au grand débat de cette émission consacrée à l'immigration. Et avant de vous laisser débattre sur les propositions que vous défendez sur ce thème, un point sur les chiffres clés avec Flora Sauvage. En 2018, 580 800 personnes ont déposé pour la première fois une demande d'asile dans l'Union européenne. Un net recul par rapport à 2015, où elles avaient atteint un pic avec plus d'1 million de demandes. Près de 3 demandes d'asile sur 10 sont enregistrées en Allemagne. La France arrive en 2e position, suivie de la Grèce et de l'Espagne. Les Syriens, les Afghans et les Irakiens sont les nationalités les plus concernées. Pour déposer une demande d'asile dans l'un des 28 États membres, le règlement de Dublin s'applique. Ce dispositif oblige le demandeur à déposer son dossier dans le premier pays de l'Union où il a mis les pieds. Mais en 2018, 63% des demandes d'asile ont été déboutées. Jugé inégalitaire par les principaux pays d'entrée, la Grèce et l'Italie, le règlement de Dublin est au cœur de la controverse depuis la crise migratoire. Les 28 ne parviennent pas à s'entendre non plus sur la refonte des accords de Schengen. 26 pays sont membres de cet espace qui prévoit la libre circulation et le contrôle des frontières. Face à l'afflux de migrants, l'UE a mis en place en 2004 l'Agence européenne de contrôle aux frontières. Frontex regroupe aujourd'hui 1500 agents chargés de protéger les côtes de l'Europe. Son budget a doublé et devrait atteindre 322 millions d'euros en 2020. Alors on entend beaucoup parler d'immigration, mais quand on voit les chiffres, est-ce que l'Union européenne fait vraiment face à une crise migratoire ou est-ce que ce sujet est un petit peu monté en épingle, Nicolas May? Je crois qu'on fait face à une crise migratoire qui ne date pas de 2015, qui est antérieure et qui va se poursuivre dans les prochaines années. On sait que les motivations des migrants qui arrivent vers l'Europe sont diverses. Les motivations, c'est parfois la guerre, mais finalement en proportion assez limitée. C'est souvent des situations économiques qu'ils fuient. C'est parfois aussi des situations liées aux modifications climatiques. Et par conséquent, la réponse, elle doit être complète. La réponse, ça ne doit pas être de les faire venir alors qu'il n'y a plus d'Eldorado, ni français, ni européen. Ça doit être à la fois la fermeté, mais évidemment aussi une politique ambitieuse de développement, notamment des infrastructures dans les pays africains, parce que c'est principalement d'Afrique que vient cette immigration. Le problème, c'est qu'on a une immigration légale et clandestine qui se cumule, et l'immigration clandestine qui arrive en Europe, eh bien, elle aboutit en pratique au maintien durablement sur le sol européen des personnes, y compris celles qui sont déboutées du droit d'asile, puisque un rapport récent de la Cour des comptes montrait que 94% de ceux qui sont déboutés du droit d'asile, c'est à peu près les 2 tiers de ceux qui font une demande d'asile en France, il y en a 120 000 par an en France qui font des demandes d'asile, eh bien 94% d'entre eux ne sont jamais expulsés. Dire non, vous ne pourrez pas venir, si vous venez illégalement, vous serez expulsé, c'est le meilleur moyen d'éviter à beaucoup de gens de tenter la traversée de la Méditerranée, d'engraisser les mafias et les passeurs, parfois aussi de mourir en Méditerranée. On l'a vu avec Matteo Salvini qui a réussi à baisser drastiquement le nombre d'arrivées sur les côtes italiennes. Il a en même temps baissé le nombre de morts en Méditerranée. Allez, on va laisser réagir Jean-Marc Jamin.
Je pense que quand on réfléchit à la question de l'immigration, mais là on est en train de parler de la question du droit d'asile des réfugiés, il faut d'abord penser aux femmes et aux hommes qui fuient leur pays et aux raisons pour lesquelles ils fuient ces pays. Donc il faut toujours se placer à la place de ces femmes et de ces hommes et se dire si j'étais avec ma famille, avec mes enfants, avec le risque qu'ils soient assassinés ou violentés, est-ce que je ferais la même chose qu'eux ? Et à ce moment-là, quand ils arrivent à nos portes en Europe, on raisonne tout à fait différemment. C'est la raison pour laquelle, dans nos propositions, on dit qu'il faut arrêter de faire de cette question-là un enjeu politique. C'est une obligation internationale. Et donc, il faut qu'elle soit traitée non plus au niveau des États qui se renvoient les réfugiés entre eux, c'est à qui en prendra le moins que le voisin, mais au niveau européen. Et donc, on propose un office de l'asile européen qui serait indépendant, qui dit oui ou non, est-ce que vous venez d'un pays, est-ce que vous êtes en danger, et on propose une règle d'automaticité, c'est-à-dire, vous avez parlé du règlement de Dublin, c'est plus est-ce que vous êtes les pays limitrophes, c'est en fonction de votre population et de votre capacité d'accueil, donc de la situation du marché du travail, vous prenez votre part de cette obligation et de ce devoir d'humanité. Mais quand même, Fabienne Keller, le poids de l'immigration est inégalement réparti entre les différents pays européens. Est-ce que la France en fait assez ou est-ce qu'elle se décharge trop sur ses voisins ? Alors nous avons fait le choix en Europe de définir cette zone, les 26 États membres, avec une frontière commune et une gestion commune de la migration. Il faut donc se donner les moyens et l'Europe est en quelque sorte à un mi-chemin. Nous proposons un renforcement, au-delà de ce qui a été déjà fait, en 3 ans, plus que doubler le budget de Frontex, en passant à 10 000 gardes-côtes et gardes-frontières. Que font-ils ? Ils épaulent les polices nationales au moment où il y a une pression migratoire. Par exemple, ils sont très présents, avec des bateaux et des avions d'ailleurs, à Lesbos, cette île grecque qui est très proche des côtes turques et où beaucoup de mafieux, de passeurs, essayent de transporter des personnes. Donc renforcement des moyens collectifs pour qu'ils puissent intervenir sur la zone de pression migratoire. Et deuxième étape, c'est l'harmonisation des règles d'asile. En effet, aujourd'hui, qu'est-ce qui crée le malheur pour ce qu'on appelle les dublinés, c'est un mot terrible, ce sont des personnes qui entrent dans un pays, comme vous l'expliquiez dans votre reportage, ils sont obligés de déposer leur demande d'asile dans ce pays-là, mais qui savent que les conditions sont plus favorables dans un autre État membre, et donc qui essayent de redéposer une demande. C'est pas l'Europe, ça. Donc nous proposons une harmonisation de ces règles d'asile et l'application de mesures dès lors qu'ils ne fuient pas un conflit, ils ne remplissent pas les conditions qui leur permettent d'être réfugiés, alors avec humanité mais fermeté, les reconduire vers leur pays d'origine. C'est tout le travail que fait aujourd'hui Fabrice Leggeri, le patron de Frontex. Enfin, un grand plan pour l'Afrique est indispensable. L'Europe a des relations historiques avec l'Afrique. C'est une zone à la démographie très positive. C'est aussi une zone de talent et de dynamisme. Donc il est important que l'Europe construise une relation responsable et équilibrée en soutenant les industries, les activités qui progressivement peuvent se développer dans les pays du Sud et assurer une autre perspective aux habitants qui sinon deviennent migrants économiques. Sur ce point-là, vous êtes d'accord, Nicolas B, Jean Bizet, sur cette question de l'Afrique. Jean Bizet, on va peut-être vous entendre, vous, sur cette question, puisqu'on ne vous a pas encore entendu. Écoutez, moi je vous renvoie au discours sur l'état de l'Union du président Juncker, qui a eu le courage politique de l'annoncer. Ce que nous avons vécu en 2015, avec un pic migratoire auquel l'Europe n'était pas préparée. 1 800 000, je dirais, migrants ont déferlé, je dirais, sur nos pays. Alors, quelles que soient les qualités de Frontex ou l'autorité d'un Français, il n'y en a pas beaucoup, donc nommons-le, Monsieur Leggeri, on n'était pas préparé à cela. Donc, demain, 10 000 gardes-frontières qui devront épauler les États qui seraient en difficulté pour gérer tout cela, très bien. C'est suffisant pour vous ? Ce sera déjà pas mal avec un budget qui est multiplié par 2. Mais il faut pas oublier, les sommets de la Valette. Il y en a eu quelques autres ensuite, notamment à Abidjan, avec un partenariat avec les pays, entre guillemets, excusez-moi l'expression, pourvoyeurs de ces migrants, sur lesquels il faut avoir, je dirais, un co-investissement et un grand plan Marshall sur l'Afrique. Parce que ce que nous avons vécu en 2015, à horizon 2040-2050, ce sera 2 milliards. 2 milliards d'Africains. Qu'en fait-on si, au travers d'une réflexion, on ne peut pas les laisser, je dirais, travailler dans leur propre pays pour qu'ils assument
je dirais, leur cursus humain et professionnel. Ce qui nous amène à la question des quotas, des clés de répartition par pays. Est-ce que c'est la bonne solution? Ça fait partie de vos propositions, vous, Jean-Marc Germain? Non, pas des quotas. Moi, je crois que le critère... Alors, on mélange un peu deux sujets. Il y a la question des réfugiés, la question de l'immigration. La question des réfugiés, je l'ai dit, pour moi, c'est un droit intangible. Et il faut l'appliquer. Et pour ça, l'Europe est essentielle, parce que le jour où les règles sont définies au niveau européen, on ne se posera plus la question de savoir s'il faut les accueillir ou pas, comme d'ailleurs c'était le cas avant la crise de 2015. Il n'y avait pas de débat en France sur la question des réfugiés. Donc il faut qu'on revienne à cette sérénité. Et d'ailleurs, j'ajoute par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on rétablisse les sauvetages en mer. Sur la question de l'immigration, moi j'ai un principe simple. On doit accueillir, dans la mesure de nos possibilités, et notamment ça se joue beaucoup au niveau local, puisque ces femmes et ces hommes qui viennent chez nous habitent dans des territoires, les gens qui ont envie de venir vivre en France et qui ont envie de partager le projet politique de la France. Et donc, nous, notre conception profonde, c'est quand on a une personne en face de nous, et d'ailleurs, je ne sais pas quelles sont nos histoires personnelles, mais elles sont sans doute, si on se prolonge un peu dans le temps, très diverses. On est presque tous issus de l'immigration, ou tous par définition. C'est de dire aux gens, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous adhérez à nos valeurs qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité? Donc, où vous voulez aller et pas d'où vous venez. Ça, c'est le principe de base. Et ensuite, le deuxième principe, c'est on construit un accueil très concrètement avec les collectivités locales et en fonction des projets qui ont les personnes. Donc, en résumé, l'Europe, elle n'a pas besoin de murs, elle a besoin d'avoir des portes. Et dans ces portes-là, on organise un accueil, nous on appelle ça une immigration juste et ordonnée, des femmes et des hommes qui ont envie de venir vivre avec nous et de partager notre projet national et européen. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est que l'immigration, elle n'est ni juste ni ordonnée, elle est massive et elle est anarchique. Parce que l'immigration clandestine dont on parle depuis tout à l'heure, elle se cumule avec une immigration légale. En France, on a 255 000 personnes qui entrent au titre de l'immigration légale, 120 000 qui entrent au titre de la demande d'asile, 50 000 mineurs isolés, des dizaines de milliers de clandestins aussi bien en Outre-mer qu'en métropole. Tout ça, on arrive à près de 450 ou 500 000 par an. C'est évidemment considérable et on ne peut pas supporter le poids de cette immigration. Vous savez très bien que c'est les chiffres officiels. Et puis il y a tous ceux qui sortent et vous savez très bien que c'est pas les mêmes. C'est 80. C'est pas les mêmes. Si vous parlez des expatriés, c'est pas les mêmes. C'est des femmes et des hommes qui sont comme vous et moi. Maintenant, la question, c'est de savoir comment on traite ce problème. Moi, je veux bien le discours, toujours le même, on les accueille, on les fait venir, on leur porte secours, etc. Mais encore une fois, on alimente un système où l'immigration sera toujours plus importante, où les flux seront toujours plus importants. Moi, je suis d'accord. Sur le développement de l'Afrique, il faut développer les infrastructures, télécommunications, électricité, routes, pour développer économiquement et dans la durée l'Afrique et pas laisser les Chinois aujourd'hui prendre les positions que les Européens ont perdues sur le continent africain. Tout à fait d'accord. Mais on doit faire preuve de fermeté en matière migratoire. Frontex, il faut quand même être clair à la fois sur les effectifs et sur les missions de Frontex. Parce que, Madame Keller, vous nous dites qu'il faut porter à 10 000. Mais c'est déjà fait. Vous verrez, quand vous serez député européen, que ça a déjà été décidé de porter à 10 000 les effectifs de Frontex. Donc, ce n'est pas du tout un vote de principe a été acté lors de la dernière session, mais le budget n'est pas encore voté, comme vous le savez. Le problème, c'est la mission. Vous êtes tellement peu présent, franchement, non, mais que c'est pas sûr que vous ne suivez pas les procédures européennes. Je suis très présent, donc vous mentez, Madame Keller. Voilà. Allez vérifier les statistiques. Des faux chiffres sur l'immigration. Ne racontez pas n'importe quoi. Bon. Maintenant, sur Frontex. Vous êtes dans votre rôle, monsieur. Mais c'est juste vous qui dites des bêtises, donc je corrige vos erreurs. Allez, Frontex, la question, c'est sa mission. On donne la parole à Fabien Keller. Moi, j'ai visité le siège de Frontex à Varsovie. On a reconnu sur place, on m'a expliqué comment il procédait. En réalité, bien souvent, il récupère les bateaux de migrants au large des côtes libyennes et il sécurise leur arrivée sur les côtes européennes. Donc, en fait, il facilite le travail des mafias et des passeurs. Donc, évidemment, il faut sortir de cette logique-là. Il faut les faire revenir vers appliquer le droit de la mer, c'est-à-dire quand ils quittent les côtes libyennes, les ramener vers Vous avez visité des camps en Libye, vous avez vu les conditions. Non, j'ai pas visité les camps. Donc vous allez, ces femmes et ces hommes qu'on voit là, vous allez les ramener dans des camps où les femmes se font violer. C'est ça que vous allez faire. Mais vous alimentez ce système. J'alimente pas du tout. De même que je vous tendrai la main si vous êtes blessé, je tends la main des gens qui sont en Méditerranée et qui vont se noyer. Le problème, c'est que vous confondez deux notions, monsieur. Vous confondez la charité individuelle. On a quelqu'un qui est en difficulté, tous on va lui porter secours et il n'y
a pas de problème. Eh ben voilà, et c'est ça la le sujet. responsabilité politique. C'est ça le sujet, il y en a Et pas ce d'autre. discours. On va laisser c'est très Fabienne gentil, Keller vous mais répondre. Dire on va faire venir comme ça des centaines de milliers, Mais on des dit millions pas de personnes ça. en Europe, c'est totalement dit pas ça, irresponsable. on dit il y a Et- On a compris. et le- On va il y a laisser 20 Fabienne 000 Keller vous répondre, personnes qui Nicolas sont Bay. mortes. Allez-y, Monsieur Fabienne Keller. Keller. laisse Vous pas qui mourir. représentez le Rassemblement national, comme d'habitude, vous utilisez l'anathème d'une part et les faux chiffres d'autre part. Alors donnez-moi vos vrais S'agissant- chiffres, Madame Keller. Ça m'intéresse. S'agissant des chiffres de l'immigration, ils ont été rappelés dans le reportage, Oui. ils sont officiels. Vous manipulez en fait la peur. Et alors, quel est Comme le a chiffre commencé faux dans ce que j'ai dit? d'ailleurs à le faire M. Bellamy en agitant cette peur migratoire. On voit bien que nos concitoyens ont besoin d'être rassurés. Oui, nous avons En défini leur un disant la espace... vérité. En leur disant En la leur vérité. disant la Fabienne. vérité, chers collègues. Oui, nous avons défini un espace commun. Il faut nous doter des outils qui permettent de le faire respecter. C'est le sens d'un renforcement financé de Frontex qui intervient. Monsieur Bay, vous pouvez analyser tout le rapport annuel qui malheureusement est aujourd'hui uniquement en anglais de l'année précédente de Frontex et vous verrez l'ensemble des opérations qu'ils ont conduites qui vient toujours en renforcement des politiques nationales avec beaucoup d'efficacité. Ce que vous avez dit à leur égard est tout à fait intolérable. C'est une c'est la force vérité, qui voilà. défend les règles de Il suffit pas de l'asile. le dire pour que ce soit vrai, vous savez. hein. Il ne suffit pas d'essayer de Vous me êtes très, couvrir, très monsieur. affirmatif, très péremptoire, pour mais ce que vous dites remplacer- est juste faux. Il ne suffit pas d'essayer de me couvrir par votre voix pour transformer la réalité. Frontex, c'est un engagement. Nous y avons pas mal travaillé avec M. Bizet en commission des affaires européennes. J'ai eu l'occasion de le faire plus personnellement. C'est une structure qu'il faut effectivement renforcer et qui garantit le droit en Europe. Sur la question de la prise en charge des demandeurs d'asile à l'intérieur de l'Union européenne, là aussi, je crois que c'est un débat qu'il faut avoir. Il y a d'autres grands pays dans le monde qui ont fait le choix de quotas. Est-ce qu'il faut des quotas ou pas? En tout cas, il faut les gérer ensemble et il ne faut pas laisser cette incertitude sur le droit des uns et des autres. C'est les écarts sur le droit d'asile, l'harmoniser au niveau européen, créer une agence européenne du droit d'asile, c'est indispensable. Un mot, Jean Bizet, parce qu'après je voudrais qu'on parle de Schengen sur ce qu'a dit Fabienne Keller à l'instant. François-Xavier Bellamy agite les peurs. Mais pas du tout. Mais Françoise Fabienne... non, c'est un Quand tu raccourci. dis que la migration, Non, le vrai problème Mais viendra Fabienne Keller, demain. je la connais bien. Bon, c'est pas parce que Fabienne, vous venez de changer de camp qu'il faut également changer de discours. Je Bon, n'ai pas changé il de est très camp. clair. C'est le mouvement auquel j'appartenais. Il qui est ne dit très plus clair non à l'extrême droite. que ce sujet est, je dirais, extrêmement sensible et que les réponses ne sont pas binaires. Mais regardons ce qui se passe en France. Les comptes rendus de la Cour des comptes sont, je dirais, imparables. Ça, c'est vrai. Nous n'avons pas une politique digne de ce nom en matière de retour dans les pays d'origine de l'immigration illégale. Nous n'avons pas un état de droit. Regardez ce qui se passe dans ce pays depuis quand même quelques semaines. Bon, eh bien, tout pendant qu'on n'aura pas réglé ces questions-là, le problème de la migration sera complètement, je dirais, occulté par toutes ces choses-là. Donc voilà. Allez, on va juste, avant de parler de Schengen, entendre deux autres candidats à cette élection. C'est Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière et François Asselineau pour l'UPR. Bellamy avait- Alors je vous rappelle que l'espace Schengen et l'Union européenne, ce sont deux choses disjointes. hein. Par exemple, l'Islande ou la Norvège sont dans Schengen et ne sont pas dans l'Union européenne, alors que par exemple l'Irlande et le Royaume-Uni sont dans l'Union européenne et ne sont pas dans Schengen. Donc nous, ce que nous voulons, c'est demander aux Français est-ce qu'ils veulent ou non rester dans Schengen. Mais vous savez, il y a des gens qui disent aussitôt, oh là là, mais c'est terrible, on va rétablir des frontières. Mais c'est le lot commun, y compris en France. Lorsque vous prenez l'avion pour aller à Washington, pour aller passer un week-end à Marrakech ou pour aller au Royaume-Uni ou à Moscou, vous êtes obligé de présenter vos papiers. Donc il ne faut pas non plus considérer que c'est quelque chose d'extravagant. Nous sommes pour la libre circulation et la libre installation. À l'échelle effectivement de toute l'Europe pour que les migrants puissent effectivement sauver leur peau. Mais nous pensons que c'est un combat. C'est le combat que les travailleurs, que les plus pauvres de cette planète doivent mener. Nous disons, voilà, ce droit de circulation, de pouvoir franchir des frontières pour trouver un travail et pour avoir le droit de vivre sur cette planète, eh bien, ça doit être un droit donné à tous les travailleurs, un droit élémentaire. Et nous pensons encore une fois qu'on ne doit pas voir l'arrivée de femmes et d'hommes
qui veulent se retrousser les manches, travailler pour gagner leur vie comme une menace. Très rapidement, je voudrais vous entendre sur une question, celle des accords de Schengen, puisque la question de l'immigration, ça pose aussi la question des frontières. Est-ce qu'il faut revoir les accords de Schengen et comment, Fabienne Keller? Dans leur principe, c'est-à-dire la frontière commune et la libre circulation à l'intérieur des frontières, c'est quand même un formidable outil de développement. C'est ce qui a permis de nous protéger ensemble. Ensemble, me semble-t-il, on est plus fort face aux périls extérieurs. L'enjeu qu'on évoquait tout à l'heure, c'est de se donner les moyens pour protéger efficacement cette frontière commune. Et c'est tout le sens de ce renforcement qu'on évoquait de Frontex. Épauler le pays qui fait à un moment donné l'objet d'une forte pression. Jean-Marc Germain. Oui, non, c'est une des plus belles idées de la construction européenne, la liberté de pouvoir circuler. Par ailleurs, il faut savoir que Schengen a créé ce grand espace de liberté de circulation, mais aussi des mécanismes qui permettent de faire des contrôles à la frontière quand il y a des situations d'urgence particulières. C'est ce qu'avait décidé d'ailleurs François Hollande en novembre 2015 pour des questions liées au terrorisme. Jean Bizet. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Germain. C'est vrai que Schengen, ça fait partie des grands succès de l'Europe et c'est consubstantiel à la création du premier marché économique mondial, qui est le marché unique. L'un n'irait pas sans l'autre. Alors, souvent, l'Europe, pour ne pas dire presque toujours, donne les bonnes réponses, mais à son rythme. Parce que l'Europe, c'est le temps des alliances, des accords et des compromis. Parce que nous ne sommes pas une structure fédérale. Alors, je crois qu'il faut respecter aussi certains États, notamment les États d'Europe centrale, qui viennent de recouvrer en quelque sorte, depuis simplement une petite décennie, leur identité, et que le concept de quota les a particulièrement heurtés. Donc, refonder Schengen, bon, c'est de la sémantique tout cela, mais les bons acquis sont quand même ceux d'aujourd'hui. Nicolas Bay, quand Emmanuel Macron dit qu'il faut imposer un principe de solidarité et de responsabilité, c'est-à-dire que si des pays refusent d'accueillir des migrants sur leur sol, eh bien, ils doivent être privés de subventions de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il faut faire exactement le contraire. Il faut organiser les coopérations européennes pour contrôler nos frontières et empêcher cette immigration massive et anarchique et faire en sorte que les demandes d'asile se fassent dans les pays tiers, c'est-à-dire hors du territoire de l'Union européenne. Moi, quand j'entends mes contradicteurs, je vois que finalement, ils sont tous pour maintenir les grands dogmes de l'Union européenne, la libre circulation totale des biens et des personnes, c'est-à-dire aussi, malheureusement, c'est devenu la libre circulation des clandestins, des délinquants, des criminels, les trafics en tout genre. Il faut en réalité... C'est pas parce que vous me couvrez que vous m'empêcherez de parler. Il faut à la fois contrôler réellement, faire des contrôles aux frontières nationales. C'est pas un gros mot, ça permet de... Non, voilà, bien sûr, oui, c'est possible, on ne l'utilise pas assez. Et avoir une vraie capacité de défense de nos frontières extérieures. Et j'ajoute qu'il ne faut pas s'inscrire dans la logique du laxisme en matière d'asile. Parce que le projet de réforme Dublin 4, qui a été préparé par la Commission européenne, avalisé presque tel quel par le Parlement, mais qui est heureusement bloqué au Conseil par un certain nombre de pays qui voient le danger, eh bien, ça consisterait à permettre à celui qui arrive clandestinement en Europe de choisir parmi 4 pays celui où il s'installe pendant l'instruction de sa demande d'asile. Évidemment, il va aller dans le pays qui est le plus avantageux sur le plan des aides et des avantages sociaux. Et puis ensuite, évidemment, une fois qu'il est débouté de droit d'asile, eh bien, il fera en sorte d'être dans un pays où ça rendra compliqué ou impossible. Une réponse très rapide, Fabienne Keller, très rapide. Il faut sortir de la logique du réponse très rapide de Fabienne Keller. Qui n'avait pas voté le règlement PNR, qui permet d'avoir l'information sur les fichiers des personnes. Oui, oui. Les échanges de renseignements, c'est un des grands outils de lutte contre le terrorisme et de protection contre l'immigration illégale. Ce qui est efficace, c'est le ciblage, pas le flicage. Vous avez refusé d'appliquer ce règlement. Voilà, vous avez été le premier contingent d'élus au Parlement européen. Qu'en avez-vous fait? Parce que vous pensez que les terroristes ils viennent en avion, Madame Keller? Vous êtes encore pleine d'illusions, manifestement. Mais comment vous pouvez parler de terrorisme alors qu'on est en train de parler d'asile? Enfin, tout le monde est d'accord pour lutter contre le terrorisme. Mais vous faites un amalgame permanent, c'est insupportable. Le PNR, c'était fait pour lutter contre les terroristes. Vous avez refusé de voter tous les textes qui permettent un passage un peu rapide sur un autre sujet en Europe. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, débat sur la place de l'Union européenne dans le monde. Très bonne suite de programme sur les chaînes parlementaires.